avocat de peuples autochtones, mais aussi d'organisations de défense de l'environnement, d'organisations paysannes. Alors je tiens à remercier tout d'abord le professeur Collard-du-Tilleul et l'ensemble de l'équipe Lascaux. C'est vrai que mon parcours d'avocat, c'est un chemin de lutte justement auprès d'êtres humains, de communautés paysannes, de communautés autochtones. Lutte pour essayer de maintenir, je dirais, ce que j'appellerais des lignes de front entre une économie que je qualifierais d'économie de la vie et une économie qui est une économie du profit, de l'accumulation de richesses et aussi de la création de dépendance. Et quand on est dans la pratique, quand on est sur ces lignes de front, c'est vrai que la question qu'on se pose souvent, parce qu'on est au cœur de la lutte, c'est finalement où est le droit. Et donc je tiens à remercier l'équipe Lascaux parce que se retrouver ici de manière régulière, ça permet justement de prendre du recul et d'essayer de rechercher des réponses à cette question qui est, ma foi, fondamentale. Alors la réflexion que je vais vous livrer aujourd'hui, qui tourne autour de la problématique de l'accès à la terre, donc c'est le fruit d'un travail que j'ai réalisé dans le cadre d'une mission à Haïti au mois de juillet dernier, pour le compte d'organisations paysannes, réunies au sein d'une plateforme qu'on appelle la plateforme Génanger, et avec le concours d'ActionAid Haïti et d'une organisation d'avocats qui s'appelle ISLP. Le but de cette mission, c'était d'essayer de mettre à disposition des organisations de paysannes, je dirais une grille de lecture de ce qui est en train de se tramer en Haïti autour de la question de la réforme agraire. Alors, un petit rappel, bon, je pense que tout le monde ici connaît Haïti. Le cas d'Haïti, s'agissant de la question de l'accès au foncier, est un cas qui est assez emblématique à mon sens. On est sur un pays qui a une superficie qui est relativement modérée, 27 000 km², avec une population importante d'environ 10 millions d'habitants, et une population qui vit en milieu rural, qui est très importante, puisque la population rurale représente 56% de la population, et donc un phénomène de pression, je dirais, de pression démographique et de pression sur le foncier qui est important. Au niveau géographique, on est sur un pays montagneux, avec 40% à peu près de la superficie du territoire qui est constitué de territoires à forte pente. Un pays qui est, du fait de sa position géographique, soumis à un phénomène de stress climatique, une certaine vulnérabilité environnementale, avec de manière récurrente des événements climatiques de type cyclonique qui ont des conséquences importantes sur l'agriculture, des phénomènes climatiques qui ont également permis de mettre en évidence une problématique au niveau de la conservation des bassins versants, puisque ces phénomènes climatiques, du fait de la pression sur le foncier, de la déforestation, eh bien, sont à l'origine d'inondations qui entraînent parfois des pertes de récoltes. Et tout cela, je dirais, à tout cela s'ajoutent des problématiques, je dirais, plus liées aux infrastructures, avec un réseau routier qui est parfois insuffisant, parfois inaccessible en période de crue, phénomène qui a encore des conséquences sur l'agriculture, avec des pertes de récoltes, notamment de récoltes légumières, fruitières, dans des régions qui sont enclavées, et également des conséquences du tremblement de terre qui se sont traduites par une dégradation du système d'irrigation. Donc on voit qu'on est sur un pays dans lequel l'agriculture a une place importante, mais des communautés rurales qui sont, je dirais, placées dans des situations qui sont relativement délicates du fait de cette vulnérabilité environnementale. Malgré ça, ce qui est frappant, c'est l'incroyable capacité de résistance en fait de l'agriculture paysanne haïtienne. On a en Haïti 1 million d'exploitations agricoles.
Donc c'est un nombre qui est très important. 56% de la population qui vit en milieu rural. Et l'agriculture représente en fait une activité qui est une activité de subsistance et une activité de base. Et je dirais malgré les difficultés que rencontre l'agriculture, du fait des paramètres que je viens d'évoquer, on assiste même à un paradoxe, et ça a été le cas notamment après le tremblement de terre de 2010, qui est celui d'un exode vers des populations urbaines, vers le milieu rural, notamment donc suite au tremblement de terre. Ça a été assez flagrant. Pourquoi ? Parce que là encore, l'accès au foncier, dans ces situations de crise, conditionne la survie. Il y a un problème, bien évidemment, de sécurité alimentaire qui en découle, mais je dirais que l'agriculture paysanne, jusque-là, a constitué, je dirais, un filet de secours et a été à même de répondre en partie aux besoins de la population. Alors, dans ce contexte, subsiste un problème qui est celui de l'accès au foncier. Les problèmes structurels, les problèmes liés, je dirais, au phénomène climatique, les autorités haïtiennes ont commencé à y répondre dans le cadre de différents plans d'action. Mais la question de l'accès au foncier, elle reste, je dirais, en suspens. Et c'est ça qui est intéressant dans le cas d'Haïti, puisque, notamment depuis le tremblement de terre, des choses sont en train de se jouer s'agissant de l'accès au foncier. Et j'insiste, l'accès au foncier dans le contexte haïtien conditionne certes l'avenir de la filière agricole, mais aussi la question de la survie en fait des populations rurales. Le foncier en Haïti, je l'ai évoqué tout à l'heure, 1 million d'exploitations agricoles. Ça se traduit au niveau de la structure du foncier par un morcellement important des terres agricoles. Donc avec une moyenne en termes de superficie, une moyenne qui est de 1,5 hectare pour les parcelles agricoles. Ceci étant, derrière ça, ce qu'on constate, c'est des inégalités foncières qui restent importantes, puisque la plupart des exploitations présentent une superficie de moins d'un quart d'hectare, et malgré ces impératifs de survie, on constate un phénomène qui est un phénomène d'accaparement des terres, d'une part, et également qui va se combiner à des problématiques d'absentéisme et de terres inexploitées, donc souvent des terres qui sont dans les mains de grands propriétaires. Donc la problématique de la réforme agraire est quelque chose de fondamental qui doit être abordé. Les régimes de propriété en Haïti, je dirais que le droit haïtien est assez limpide là-dessus. Il distingue la propriété privée de la propriété publique. S'agissant du domaine public, là encore, on a une distinction qu'on connaît bien en droit français entre le domaine public de l'État et le domaine privé de l'État. Et une partie importante de terres agricoles en Haïti sont comprises dans le domaine privé de l'État, terres qui peuvent faire l'objet de contrats de fermage de l'État. Donc on a un accès à la terre des petits paysans qui se fait en partie dans ce cadre-là. À côté du droit public, le droit privé, donc un droit privé qui repose sur le code Napoléon, avec un régime de propriété privée classique. Les mutations de propriété supposent des actes authentiques, enregistrés devant notaire, enregistrement ensuite. Mais en pratique, je dirais que la situation des communautés paysannes, les difficultés d'accès au droit ont fait que, je dirais, les modalités d'accès à la terre des paysans se sont faites plutôt suivant des voies et des modalités que je qualifierais d'empiriques. Et donc, ce qu'on constate, c'est un décalage finalement entre le droit positif et la réalité qui est celle d'Haïti, s'agissant de l'accès des paysans à la terre. En effet, au sens du droit haïtien, normalement, le statut de la terre relève du droit de propriété privée ou de la domanialité publique, et l'accès à la terre, il se fait, en théorie, du point de vue du droit positif, par l'accès à la propriété privée
ou dans le cadre d'un contrat de bail, que ce soit un contrat de droit privé ou de droit public. Mais en pratique, eh bien, tout se passe selon des modes qui sont plutôt des modes informels, où, je dirais, en tout cas, on a deux modes de gestion, un mode théorique, qui est celui du droit positif, et puis la pratique, que j'ai essayé de résumer dans un schéma pour en démontrer la complexité. Donc, schéma que j'ai réalisé à partir d'entretiens que j'ai eu avec des organisations paysannes. Et on a effectivement, s'agissant du statut de la terre, quelque chose d'assez simple, domaine public, domaine privé de l'État, propriété privée. Ouais. Et au milieu de tout ça, on a des modes d'occupation qui sont soit illégaux, soit informels, soit coutumiers. Alors, les auteurs qui se sont penchés sur la question parlent de pratiques coutumières, sans forcément faire de discernement. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'à l'intérieur de ces pratiques informelles, on peut faire une distinction, et une distinction qui est importante. Il y a des pratiques qu'on peut qualifier de négatives, et qui tentent à faire perdurer un système d'exploitation abusif de la force de travail des paysans. Pratiques qui, je dirais, ont survécu à la période coloniale et puis à toute l'histoire d'Haïti. Alors parmi ces pratiques, on trouve par exemple le métayage consenti par des absentéistes, donc personnes qui sont propriétaires de surfaces importantes de terre, qui vont être mises à disposition d'agriculteurs, qui vont être payés en nature. Donc le paiement des fermages en nature, ça c'est une pratique qui reste encore courante et qui crée une situation de précarité importante pour les agriculteurs qui travaillent la terre d'autrui. Et puis on trouve également des pratiques de travail au champ, sans contrat, sans salaire, sans avantages sociaux, contre simplement un paiement en nature, une petite partie de la récolte. Et ces pratiques-là, qui relèvent aussi des modes informels, je dirais, d'exploitation et de gestion de la terre, ils sont à l'origine d'une précarité importante des paysans. À côté de ça, on a des pratiques informelles, mais que moi je regarde d'un œil plus constructif, qui ont été le fruit d'une adaptation des paysans à la réalité haïtienne, notamment aux difficultés d'accès au droit, au processus formel, accès à un notaire, accès à un géomètre expert, un arpenteur. Et donc, les paysans se sont organisés selon des modes informels pour accéder à la terre, pour en tirer leur subsistance et pour la mettre en valeur. Ça se traduit par des occupations ou des exploitations de terre sans titre, mais je dirais dans un cadre qui est collectivement accepté. Des indivisions également, des morcellement de la terre dans le cadre d'indivisions successorales, donc entre personnes qui n'ont pas forcément de titre, ou en tout cas des indivisions qui ne sont pas forcément enregistrées. Cette réalité, alors elle crée bien sûr peut-être une insécurité juridique, mais elle procède aussi, je dirais, d'une adaptation des paysans qui, du fait de ces difficultés d'accès au droit, se sont organisés suivant des modes informels qui ne répondent pas au canon du droit positif pour pouvoir accéder à la terre et en tirer une subsistance. Et donc, face à cette réalité, qui est duale, puisqu'on a d'un côté le droit positif et d'autre part une réalité formelle et une pratique paysanne, la question de l'insécurité foncière, elle doit être abordée avec discernement. Et ce qu'on constate au jour d'aujourd'hui, donc dans les travaux qui sont réalisés, c'est qu'on a d'un côté l'approche qui est celle de l'investisseur étranger, qui va être, je dirais, dans un certain nombre de cas, rejoint par les travaux qui sont menés dans le cadre de la coopération internationale. Et donc, pour l'investisseur étranger, ce mode de gestion informelle du foncier, cette insécurité foncière, eh bien, il est abordé sous l'angle de l'insécurité juridique, comme quelque chose à remettre en cause. Et la volonté est ici de privilégier une approche qui soit formelle, donc les titres fonciers, qui est propriétaire de la terre au sens du droit positif. Et de l'autre côté, on a le point de vue du monde paysan, pour qui l'amélioration de la sécurité foncière, en fait, doit passer par un processus relevant du droit positif, mais concourant, en fait, à une régularisation de ces situations informelles, à un règlement des conflits et à une sécurisation, en fait, des agriculteurs sur les terres qu'ils exploitent, qu'ils aient un titre régulier ou pas à partir du moment où ils sont là et où ils exploitent la terre. Donc il y a ce souci en fait de sécurisation des paysans, donc qui va concourir à la fois à remettre en cause l'insécurité juridique qui peut exister, mais
en n'oubliant pas qu'il y a une précarité du monde paysan et que ces situations précaires doivent trouver une réponse dans le cadre d'une réforme agraire. Et donc, en face de cette problématique foncière, quelles sont les réponses que l'on trouve au jour d'aujourd'hui? On a tout d'abord des réponses qui sont celles je dirais, de la coopération internationale. Et là, ce qu'on voit, c'est que ce qui est privilégié, c'est une démarche qui vise à sécuriser le foncier, dans le cadre notamment de la mise en place d'un cadastre. Et on privilégie en fait l'approche formelle, sans forcément intégrer, notamment dans les travaux sur le cadastre et dans les projets de sécurisation du foncier, de régularisation en fait des situations précaires en fait et de régularisation en fait de la présence et de l'existence en fait de ces agriculteurs qui exploitent la terre suivant des modes informels. Au niveau des programmes nationaux, les programmes nationaux dans le domaine de l'agriculture reconnaissent tous que cette insécurité foncière pose problème et qu'il y a une nécessité en fait de sécuriser les droits d'accès des petits paysans. Mais l'ensemble des programmes qui sont menés en Haïti finalement n'apportent pas de réponse concrète. Et la sécurisation des paysans sur les terres n'est pas envisagée comme une priorité dans les programmes d'action. Et à côté de ça, bien évidemment, on a depuis quelques années des projets de réforme agraire qui ont vu le jour. Alors la constitution haïtienne est assez intéressante à cet égard. Elle envisage de prendre à bras-le-corps cette problématique de l'insécurité foncière. Et elle envisage de confier à l'Institut national de la réforme agraire un projet de réforme visant notamment à permettre aux réels exploitants de la terre d'avoir accès à cette terre et d'être protégés finalement dans le cadre de leur accès à la terre. On a vu donc il y a quelques années, dans le cadre de l'application des dispositions de la Constitution, l'INARA travailler à un projet de réforme agraire qui est assez constructif à mon sens, puisqu'il apporte dans une grande mesure une réponse aux attentes des communautés paysannes s'agissant de ce souci d'être sécurisées en fait sur les terres qu'elles exploitent. Le projet envisage la récupération des terres inexploitées, donc une réponse au phénomène de l'accaparement des terres et de l'absentéisme, donc récupération de ces terres par voie d'expropriation ou de préemption, en vue de les intégrer dans un périmètre qui est qualifié par le projet de périmètre réformé, à l'intérieur duquel ces terres récupérées pourront être réattribuées aux petits paysans avec un ordre de priorité, donc aux paysans nécessiteux. Et donc on voit qu'il y a ce souci de redistribution des terres qui est envisagé, et également de sécurisation des paysans, des petits paysans sur les terres qu'ils exploitent. Donc ces réponses sont particulièrement intéressantes, d'autant plus qu'elles qu'elles sont complétées, je dirais, par les programmes d'action qui existent en matière agricole et qui vont apporter par ailleurs un soutien logistique, technique à ces petits paysans. Ce projet de loi envisage également la suppression de certaines pratiques, comme le métayage par exemple, et envisage un cadre beaucoup plus lisible pour tout ce qui touche au travail agricole. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des ambiguïtés. Il y a des notions qui ne sont pas définies, utilisation optimale des terres, optimisation de la productivité, sous-exploitation manifeste. Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce qu'une exploitation traditionnelle des terres peut être assimilée à une sous-exploitation manifeste? Idem pour des filières qui pourraient être par exemple des filières biologiques ou raisonnées. Est-ce qu'on est dans de la sous-exploitation manifeste? Tout ça, ça n'est pas défini dans le projet de loi. Et par ailleurs, ce qu'on constate, c'est que malgré ce dispositif donc de périmètre réformé et de réattribution des terres encadrée, avec cahier des charges, contrat administratif, pour ce qui est des petits paysans, on a dans le projet de réforme un article 33 qui ouvre largement la porte à l'agro-industrie. Et là, par contre, on envisage une mise à disposition de larges portions de terre, mais sans qu'aucun cadre ne soit défini. Et donc on voit que finalement, ce qui est en train de se tramer au niveau de cette réforme agraire, c'est une approche qui est assez ambiguë.
puisque d'un côté, on essaie de sécuriser les petits paysans dans le cadre de mécanismes de redistribution, mais de l'autre, eh bien, il y a une large porte qui est ouverte à l'agro-industrie, en sachant qu'en parallèle, donc ce projet de réforme agraire, il n'est toujours pas adopté, c'est un projet qui commence à avoir quelques années, mais en parallèle, il y a des accords bilatéraux qui sont là, et donc on voit qu'il y a une approche ambiguë, et le sentiment qu'on a, c'est que si jamais ce projet de loi pouvait le voir le jour, ces dispositifs de redistribution et de rééquilibrage dans l'accès au foncier pouvaient être mis en œuvre, on aurait quelque chose de positif qui viendrait répondre aux attentes du monde paysan et qui concourrait, je dirais, à un renforcement de la démocratie alimentaire. Mais au jour d'aujourd'hui, l'impression qu'on a, c'est que on laisse quand même entrer l'agro-industrie, et le temps qu'une réforme de ce type-là puisse être mise en œuvre, sans doute le marché du foncier et la réalité aura pris le dessus, et donc affaire à suivre. Merci, ça.